Alors bonsoir à tous. C'est vrai que je déroge un peu par rapport à ce panel en ce sens que je suis moi journaliste, conférencier. Enfin, je dis plus trop journaliste. J'expliquerai pourquoi ce métier en fait va disparaître, est en train de disparaître du fait de la production d'informations par les réseaux sociaux. J'y reviendrai. Mais ce que je voulais dire en exergue, c'est que justement le médium ou les médias, en écoutant avec toutes ses nuances et toute sa richesse, l'intervention d'Elias, j'avais pas prévu de le dire, mais comme dirait l'autre, sauf Massé et Marshava Trila, c'est-à-dire que ce qu'on dit au début, c'est ce qu'on va essayer de démontrer. En fait, ça va peut-être vous choquer, bien que vous soyez habitué au choc, mais c'est que en écoutant Elias, je me suis bien rendu compte que dans la bulle médiatique, dans cet univers-là qui touche tellement de gens, on a affaire à un lieu, ou plutôt dire à un miroir de déréliction, de perte de sens, de défaite de la pensée, comme dirait Finkielkraut, et de la principauté hypnotisante de l'image, parce que beaucoup de ces médias sont plus des médias de lecture, mais ce sont des médias visuels et électroniques. Alors, ce que je voudrais en exergue aussi dire avant de rentrer dans le détail du fonctionnement des médias, bon, moi, ça fait 46 ans que je suis, enfin, j'ai passé ma vie dans différents médias. Je voudrais rappeler la principale leçon du fameux livre que tout le monde connaît, surtout vous, psychologues et psychothérapeutes, c'est le fameux livre de Bruno Bettelheim, Le cœur conscient, un livre qui a été écrit après la douloureuse expérience de ce psychologue dans les camps de concentration et de travail, pas les camps d'extermination, mais de nazis allemands de la deuxième partie des années 30, et dans lequel il a lui-même été donc interné. Et après 2 ans d'internement, il a écrit ce livre que tout le monde connaît, euh, qui étudie dans une approche très fine comment réagissent les gens dans les situations extrêmes, où son constat, c'était de montrer que des gens très simples, très effacés pouvaient devenir des héros et tout d'un coup se révéler à eux-mêmes, et au contraire, des grandes gueules, entre guillemets, s'affaisser, devenir des lâches, en tout cas être complètement neutralisés, puisque le propos de son livre, c'était comment survivre et garder son autonomie, et son humanité, et, pardon, et comment parvenir à l'accomplissement de soi dans une civilisation de masse et en plus exterminatrice dans le cas des camps nazis. Or, ce qui vaut, pourquoi je fais cette référence, c'est que ce qui vaut au plan individuel pour chaque personne, quand on est confronté à une situation extrême ou à une situation de crise, euh, donc est aussi valable dans le monde médiatique. Alors je transpose, c'est-à-dire que dans une période de crise intense extrême, de méga événements comme celle d'aujourd'hui, avec ce à quoi a été confronté Israël, les défauts, les tares et ce que j'appellerais même les manipulations chroniques et structurelles des médias, quels qu'ils soient, bon, a fortiori les médias sociaux, mais les autres aussi, sont portés au paroxysme car ils font appel pas seulement au sensationnel, mais aussi aux affects et au sentimentalisme de manière débordante. À preuve, la semaine à nul autre pareil qu'on a vécu en Israël du 23 au 30 novembre dernier, avec la libération des 110 otages israéliens enlevés le 7 octobre par le Hamas. Bon, j'y reviendrai en faisant une petite étude de cas, mais on peut dire que le pays d'Israël en est ressorti en état de trauma collectif, pas seulement du 7 octobre, c'était déjà le cas, ça a travaillé à tous les niveaux, mais cette semaine particulièrement, le trauma s'est accentué du fait du sentimentalisme, du sensationnalisme systématique de toutes les chaînes, je parle de chaînes de télévision surtout, qui sur les 3 à 4 heures de leurs journaux télévisés du soir, qui sont les plus suivis par les audiences, donc de 19h à 23h, ont consacré sur ces 4 heures 90% de leur contenu à des reportages
des interviews sur les otages, sur les familles des otages, sur leurs attentes, leurs émotions, leurs sentiments. Et le mot, mais le vocable, parce que tout cela aussi peut être décrypté par une analyse sémantique, le vocable qui revenait sans cesse dans la bouche et des acteurs de médias, de ceux qui interviewaient et de ceux qui répondaient, c'est le mot hébreu meragesh, itrakshut, c'est-à-dire sentiment, émotion, et on n'était que dans cette dimension-là. Alors, je précise tout de suite que dans ce que je vais développer maintenant, je fais une précision importante, c'est que évidemment, je parlerai des médias sociaux, mais je les mets de côté d'une certaine manière, parce que ces réseaux sociaux, pardon, sont devenus par excellence le lieu, je le disais tout à l'heure, du dérèglement cognitif, de la fin de la pensée, où chacun dit ce qu'il veut et n'importe comment. Et ça d'ailleurs annonce en filigrane la fin du métier de journaliste, puisque quand c'est mon cas, je reçois comme vous par jour peut-être 150 à 200 emails où des tas de gens me disent voilà mon dernier éditorial, je ne les connais pas, je ne sais pas du tout qui ils sont, mais ils peuvent écrire puisque le média social leur donne l'occasion de devenir journaliste, au moins le temps de la rédaction de leur article. Et donc, on reçoit des torrents sur Internet de mails comme ça, ou alors des torrents d'images filmées, comme on le disait tout à l'heure, par les acteurs eux-mêmes et par les gens eux-mêmes. Et donc, on est confronté je dirais, une somme considérable d'informations qui est sans fin, qui est infinie. Et c'est aussi, ça fait partie aussi des causes du trauma. D'ailleurs, les médias sociaux ont été, c'est depuis 2 mois en Israël, l'une des causes du trauma à tous azimuts vécu par le pays. Alors, premièrement, comment fonctionnent les médias et aussi les réseaux sociaux. Finalement, c'est surtout au niveau des médias écrits ou audiovisuels que je vais m'arrêter. Il faut savoir que le média, qui est donc le pluriel, les médias, qui est le pluriel du mot médium, constituent par définition un intermédiaire, c'est-à-dire un récepteur et un émetteur. En amont, le média le médium, pardon, reçoit, que ce soit un journal ou une station de télé ou un site internet, il reçoit des informations. Dans son espace propre, il les reformate, c'est-à-dire il les traite, et en aval, il les diffuse à un public donné. C'est extrêmement simple, et ça m'amène pour aider à ce décryptage, à cette formule qui est essentielle, qui consiste à dire qu'informer, c'est toujours choisir. Alors, exemple, autant il y a plusieurs décennies, quand j'ai commencé ma carrière en collaborant avec d'abord le journal Le Monde, et puis ensuite j'ai travaillé à Libération, la deuxième époque de Libération. C'était le temps des téléscripteurs, des fax et des agences de presse. Je donne juste un exemple pour appuyer ma démonstration sur le fait qu'informer, c'est toujours choisir. Donc on voit là intervenir une notion de subjectivité, de choix, et il y a toutes sortes de logiques qui s'enchaînent sur ce choix. C'est que par exemple, dans un journal comme Le Monde, un quotidien, à l'époque donc des années 70-80, hein, donc avant l'apparition et le tsunami des médias sociaux, un grand quotidien comme Le Monde, qui publiait entre 60 et 70 pages de son format, recevait dans une journée entre 5000 et 6000 dépêches qui relataient 5 ou 6 000 faits différents, que ce soit un coup d'État au Mozambique ou une crise économique dans un autre pays. Et en fait, sur ces 5 à 6 000 faits qui arrivaient sur les téléscripteurs ou grâce aux agences de presse, c'est un temps révolu maintenant, mais c'est intéressant quand même pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'information. Eh bien, dans ces pages du Monde, qui était un journal très exhaustif, on n'en publiait que le 10e, c'est-à-dire il y avait entre 500 et 600 faits d'importance moyenne, petite ou grande qui étaient publiés dans les pages quotidiennes du journal. Donc déjà, on avait éliminé 90% du flux d'informations qu'on avait reçu en amont pour sortir ce journal. Aujourd'hui, et c'est ça qui est tout à fait sidérant, c'est qu'on est dans une nouvelle donne radicale, y compris dans la presse écrite,
ou ce qui reste encore de la presse écrite. Je disais que le métier de journaliste va disparaître parce que dans la décennie, à la fin de la prochaine décennie, il n'y aura plus de support papier, pour ainsi dire, sauf des choses communautaires ou professionnelles. Mais aujourd'hui, du fait que chaque média est branché au village global et au réseau interconnecté du village médiatique global, par les sites Internet, par les banques de données, n'importe quel média, même sans beaucoup de moyens, ça lui coûte pas grand-chose, presque rien, alors qu'autrefois, il fallait s'abonner aux agences de presse, il fallait avoir un fil, comme on disait, un fil de l'AFP ou de Reuters dans différentes langues, etc. Aujourd'hui, n'importe quel journal de province ou n'importe quelle petite télévision amateur euh, reçoit une infinité de données et donc a un choix encore plus serré à faire pour pouvoir publier ce qu'il veut publier. Alors, on arrive à un autre aspect qui est complémentaire, puisque informer, c'est toujours choisir. Un média ne peut jamais, et ça, je crois que, bon, j'ai fait sauter en l'air un certain nombre de journalistes parmi mes collègues dans différents débats ces dernières décennies lorsque j'intervenais dans des conférences pour expliquer ça. Mais j'expliquais qu'un média ne peut jamais être objectif, puisque le fameux débat pour classe terminale dans le domaine de la profession journaliste, c'est de dire est-ce que votre article ou est-ce que votre média est objectif? Pourquoi tout le monde le comprend, surtout vous en tant que psychologue, on peut seulement tendre vers l'honnêteté, mais certainement, dans le meilleur des cas, et j'expliquerai qu'est-ce que serait l'honnêteté, mais certainement pas l'objectivité, tout simplement parce que le journaliste ou le collectif, le comité de rédaction, c'est un collectif humain, donc une somme d'individualité, et donc on n'est pas, je citais toujours l'exemple lorsque j'intervenais dans certains milieux pour expliquer ça, c'est que déjà quand à la sortie d'un lycée, qu'à Dieu ne plaise, plusieurs personnes assistent à un accident de la circulation où quelqu'un est renversé, lorsque les courtiers d'assurance, enfin, les assureurs vont venir et vont faire des interviews sur un fait aussi banal que prosaïque qu'un tel accident de la circulation, il y aura des points de vue différents. Et il y aura, alors, que dire sur un coup d'État au Mozambique ou sur un remplacement de gouvernement en Israël? Donc, on ne peut pas être objectif. Ça, c'est même pas besoin de le démontrer. Par contre, on peut être honnête. Et qu'est-ce que c'est être honnête dans un média? C'est tout d'abord, c'est le b.a.-ba, mais c'est séparer les faits des commentaires dans un article, ou alors dans un journal, séparer les pages censées être informatives des pages d'opinion ou des pages d'analyse. C'est aussi, deuxièmement, citer clairement ses sources, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a tellement d'articles aujourd'hui qui paraissent, enfin, Le Monde est d'ailleurs, comment il se définissait lui-même pendant des années, comme le journal sérieux, le journal de référence, le quotidien de référence, mais combien de moi qui ai suivi le miroir qui était les pages Proche-Orient du Monde qui relataient l'actualité en Israël. J'ai vu défiler 5 ou 6 correspondants depuis presque 37 ans que j'habite en Israël. Et en fait, on a bien vu que ces correspondants, dans leur manière de parler de ce qui se passait sur la scène moyen-orientale, mais ça vaut pour tous les autres sujets, hein, sauf qu'ici, il y a plus d'affectivité, plus de refoulé, c'est que dans un même article, on a à la fois des éléments factuels et des éléments de commentaire. Alors, ce qui est déjà délicat pour le média écrit, mais alors devient absolument impossible, c'est-à-dire l'honnêteté et la transparence pour un média électronique comme une télévision, une grande chaîne de télévision, c'est strictement impossible. J'en veux pour preuve, je vous donne des exemples très concrets. En Israël, tout le monde connaît les mimiques et les manières de présenter de certains de certains journalistes qui présentent les grands journaux télévisés du soir, notamment les grimaces de la présentatrice Yonit Levy sur Arutz 12, la chaîne 12, quand elle parle de certains sujets, je sais pas, peut-être ceux de certains secteurs de la population qu'elle apprécie pas, et ben elle fait des grimaces et on le voit, c'est-à-dire que le langage corporel, mais aussi le ton et comment dirais-je
les mimiques du visage expriment presque autant que le texte qu'elle va dire. Et c'est ça le piège, ou tout du moins le, le lieu de manipulation que constitue par définition un média audiovisuel, c'est que ça fait appel à plusieurs registres. Alors, conclusion de ce que cette rapide analyse de ce que c'est de fabriquer de l'information, de faire donc des choix, mais aussi de les ordonnancer selon un certain ordre. Tout média qui fabrique quotidiennement ou hebdomadairement des livraisons d'informations fait des choix subjectifs. Alors, et il les fait en fonction de plusieurs critères, soit du profil de son public qu'il a défini par l'audimat, soit de son agenda politique, je m'en expliquerai par quelques exemples, soit par son mode de fonctionnement. Donc, tout média est donc par définition le lieu d'une série de mises en scène, de manipulations écrites, parlées, graphiques ou audiovisuelles. Agenda politique, il faut savoir que quand une présentatrice ou un présentateur de journal télévisé interviewe une personnalité politique ou militaire, en cas d'Israël, et cette interview est présentée comme étant un peu l'exclusivité de la soirée, vous savez très bien, tout le monde le voit, c'est que le présentateur ou la présentatrice ont une petite oreillette et ils sont en contact avec leur régie et la direction de l'information qui leur dit comment mener l'interview et qui les rappelle alors lorsque il y a une polémique entre l'intervieweur et l'interviewé et qui aide donc le journaliste à se remettre en selle et à assumer l'agenda politique de la chaîne. Parce que chaque chaîne de télévision a un agenda politique. Encore une fois, selon ses modes de fonctionnement, selon aussi son recrutement. Alors, je reviens sur le dérèglement des médias télévisés israéliens pendant la semaine très éprouvante de la libération, enfin éprouvante et je dirais très émotionnelle de la libération des otages. Alors, au lieu de fournir à leur public des éléments d'analyse et de comparaison rationnelle pour traverser ce paroxysme de la crise dans laquelle on vivait, ben, ces médias n'ont fait que l'aggraver en retransmettant en direct les émois des uns et des autres, journalistes compris d'ailleurs, ce qui a porté à son paroxysme le succès de la guerre psychologique du Hamas sur le public, où les décideurs, aussi bien politiques que militaires, ont finalement été amenés à réagir. Et en fait, ça me fait penser à une phrase que j'ai citée dans une conférence il y a une semaine à Césarée. En fait, c'était une conférence de soutien à Tsahal au niveau d'un certain nombre d'aides, etc. Et j'ai cité une phrase extraite d'un livre historique qui a été écrit par le leader de la fameuse insurrection du 8 novembre, dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942 à Alger, José Aboulker, qui était un jeune étudiant en médecine de 22 ans et qui a dirigé l'insurrection des commandos antipétainistes et les résistants français d'Alger pour permettre au débarquement américain qui était prévu à l'aube du 8 novembre de se faire sans encombre, sans qu'ils ne subissent de pertes, puisque 500 personnes préparées de longs mois avant ont pris d'assaut une quinzaine de points de la ville. D'ailleurs, fait intéressant, sur ces 500 personnes, il y avait 450 juifs d'Alger, et c'est d'ailleurs un acte d'héroïsme qu'on connaît peu en Israël. Et donc, Aboulker a fait publier un livre posthume, parce qu'il est décédé au début des années 2000. Son livre est paru en 2015. Il raconte cette insurrection et tout ce qui l'a précédé. Et les éditeurs, c'est les éditions du Félin, ont mis en exergue, en dédicace, avant le contenu du manuscrit, du livre lui-même, ils ont cité une phrase du grand résistant Pierre Brosselette, puisque dans ces éditions du Félin, il y a une collection qui s'appelle Résistance, et qui publie des livres sur la liberté, la démocratie, sur
sur l'héroïsme et sur l'honneur patriotique. Et voilà que Pierre Brossolette, qui évoquait les martyrs de la résistance qui étaient tombés déjà et dont il allait être quelques mois après, a eu cette phrase extraordinaire qui s'adapte tellement en contraste au rôle non tenu par les médias israéliens ces dernières semaines. Il a dit ceci: ce qu'ils attendent de nous, tous ces héros qui sont tombés dans la résistance, ce ne sont pas des sanglots, mais un élan. Et alors là, au crible de cette phrase, c'est clair que les médias israéliens, bon, dans le meilleur des cas, ils étaient dans le sanglot, mais ils étaient dans une sensiblerie extrêmement déplacée, surtout pour un pays qui avait déjà subi un tel trauma. Alors, euh, pour un autre aspect de mon intervention, c'est ce que vous disiez, Ariel, tout à l'heure, c'est quels médias, je donne juste mon avis rapidement, ce sera beaucoup moins long, mais quels médias ou réseaux sociaux regarder, suivre ou éviter. Je crois que ce qui est très important, finalement, le média, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est comme c'est comme l'alimentation. C'est-à-dire, il faut savoir ce qui est écrit dessus, ce qui est écrit dessous, et surtout, il faut savoir quel est son contenu. Et en fonction de ça, il faut non pas s'en empiffrer, mais faut en consommer avec modération. Et donc, à ce titre, je dirais que les médias sociaux, c'est le premier domaine avec lequel il faut... Pardon. Et de consommer du média avec beaucoup de précautions, du média social en plus. Combien, ça va vous étonner, mais moi, enfin, en tant que journaliste, pourtant, même pour mon propre profil, etc., j'ai créé un compte Facebook il y a 4-5 ans, parce que je n'y avais pas été naturellement. Et quand j'ai commencé et que je me suis aperçu que en regardant Facebook, je passais des fois 1 heure et demie, mais sans aucun intérêt, où je voyais des tas de choses. Et j'ai décidé, et aux grandes dames de certains de mes collègues, etc., j'ai décidé de ne pas agir sur Facebook, y compris pour ma propre promotion ou pour mes propres conférences ou mes ouvrages ou je ne sais quoi, parce que ça me demandait un tel temps. Ça me prenait des fois, même au bas mot, mais ça me prenait des fois 3/4 d'heure, 1 heure, qui était en pure perte. Et le peu de gains que j'en avais a fait que, bon, je ne suis pas sur Facebook et j'en suis bien content parce que si vous voulez, c'est pas un refus de la réalité, mais c'est un choix qui économise du temps, de l'énergie. Donc, sur les réseaux sociaux, il faudrait passer pas plus entre 1/4 d'heure et 1/2 heure par jour. Il faudrait se borner en ce qui concerne les médias électroniques et même ou les médias écrits, pardon, à se borner à des rapides revues de presse en essayant de trouver des sites où, oui, il y a des sommes de presse et on peut ne pas forcément ouvrir un journal, etc. En ce qui concerne les télévisions, il faut absolument, quand on est en face d'une chaîne, arriver à décrypter quel est le message qui nous ont concocté, à quel agenda politique, idéologique ou médiatique on a affaire. Et donc, la seule manière de s'en sortir, c'est une consommation sélective. Par exemple, il y a des gens qui me disent, moi j'aime bien sur la chaîne 12 de télé écouter un commentateur, Amit Segal, parce qu'il a une célérité, une intelligence. Alors ok, vous écoutez, vous savez à peu près quand il intervient dans le journal, vous écoutez ça. Même chose sur la 11, il y a eu une grande bouffée d'air qui s'est créée sur la chaîne 11, qui était l'ancienne première chaîne qui succédait à Reshut Hashidur, le Kol Israël, la chaîne d'État, si vous voulez. Ils ont rappelé une journaliste qui était avant chez eux et qui s'appelle Ayala Hasson et qui a créé un magazine de 6 heures à 8 heures du soir qui est vraiment de tous les médias israéliens électroniques, en tout cas de toutes les grandes chaînes, les 4 grandes chaînes de télévision israéliennes. C'est la seule bouffée d'air, je dirais, à la fois honnête, pluraliste et ouverte, avec des panels de gens qui sont pas les mêmes vieilles barbes sur la 11, avec vraiment quelque chose qui est une espèce de bouffée d'air frais. Ou alors voir tel forum ou telle émission, mais certainement pas passer des heures et des heures. Alors la règle générale, pour terminer,
qu'il faut à la fois, et c'est pas seulement pour les journalistes, mais c'est surtout pour que vous pouvez recommander à vos patients et qui doivent être recommandés à nos proches pour pouvoir digérer et tirer certains éléments des médias, c'est de savoir se former à décrypter les contenus et pas à gober les menus d'information. Et pour ça, il y a une clé, bon, qui est peut-être un peu théorique, mais qui est d'ailleurs une clé de une des écoles dans le théâtre classique. Il y a la fameuse école qui considère à dire que quand on veut jouer un rôle, on ne doit pas non pas s'y identifier, mais se distancier. J'ai oublié le maître de cette, mais il a écrit un livre qui était justement qui parle de la distancification et de l'identification. Il est nécessaire quand on s'assoit devant sa télé ou quand on prend un journal ou quand comment on appelle ça, on surfe sur les réseaux sociaux, il est nécessaire d'opérer dans sa lecture et dans sa digestion une distanciation qui rendra propice l'union, justement, dont je parlais en introduction, le cœur conscient, l'union de l'intellect et du sentiment, et qui nous donnera un cœur conscient ou une conscience bien avisée. Et c'est le contraire, ça, de l'identification, de la confusion, du tout vaut tout. Ce que Finkielkraut appelait déjà au début des années 90 la défaite de la pensée. Il avait d'ailleurs caractérisé, puisque c'est ça qu'on trouve dans les flux impensables de sirtonimes, de clips, de vidéos qu'il y a aussi bien sur TikTok que sur Facebook et sur Instagram. Il avait défini cette défaite de la pensée par une formule qui est un des chapitres de son livre qui portait ce nom. Il avait dit « Une paire de bottes vaut Shakespeare ». Dans le monde des réseaux sociaux, tout est aligné, tout vaut tout, il n'y a aucun ordre de valeur. La parole d'un Pékin qui sait à peine aligner 4 mots vaut comme, je dirais, parole d'évangile. Et inversement, c'est la perte totale de tous les sens. Et donc, enfin, pour terminer, comment se préserver, c'était l'une des questions posées par mon point de vue qui va être très court, mais comment se préserver, analyser ou réduire l'impact psychologique d'une information. Moi, je suis pas psychologue, mais je pense que ce qu'il faut préconiser, c'est de rester toujours en éveil sur la mise en scène du spectacle médiatique ininterrompu. Il faut vraiment s'exercer à avoir un œil critique, limiter notre exposition aux médias électroniques, je l'ai dit, privilégier aussi dans cette période traumatique, plus encore qu'auparavant, les temps de lecture de livres, ou peut-être d'extraits de presse, parce qu'on lit de moins en moins, mais en tout cas, des textes qui nous aident à réfléchir et qui ne sont pas seulement à réagir. Il faut accueillir aussi, enfin, ça c'est le b.a.-ba, toute information avec un esprit critique, analytique, qui interroge à la fois les sources de cette information, les principes et le pourquoi et le comment de sa formulation dans tel ou tel média, en comparant aussi avec d'autres traitements de la même information dans d'autres médias. Et donc, voilà, alors, si on a le temps, je donnerai mais pas maintenant, j'ai pris quelques exemples, comment le site internet du quotidien Le Monde rien qu'en lisant en 3 minutes les titres qu'il a affichés dans son site internet pendant la petite semaine qu'avait duré la fameuse opération, c'était la deuxième du genre à Gaza, après l'opération Pont Durci de 2008, il y a l'opération Colonne de nuée, Hamoud Anan, de novembre 2012. Et je me suis amusé à écrire un article comme ça, en citant simplement les titres de ce quotidien. C'est en soi un morceau de bravoure. On pourrait, je répète, trouver aussi des contrastes saisissants tous les soirs sur les chaînes de télévision israéliennes entre justement la période 18-20 heures, ce magazine de Ayala Hasson qui est une bouffée d'air inédite d'ailleurs dans le paysage médiatique israélien, et puis le journal de 20 heures où on revient sur les grands trucs idéologiques, aux présentations biaisées,
aux agendas politiques des uns et des autres, qui est de la principale chaîne publique. Et simplement pour vous donner un exemple, alors que cette chaîne, donc Cannes, la chaîne 11 de télévision, fait sans cesse, d'ailleurs depuis des mois, à l'époque des protestations aussi et des pour et des contre en ce qui concerne la réforme judiciaire, ils ont un mot d'ordre publicitaire, je vais le dire en hébreu et je le traduis, qui s'intitule Rak Uvdot Medavrot. Seulement, ce sont seulement les faits qui parlent. Nous, on ne traite que des faits. Et en fait, c'est vraiment une chose et son contraire parce que euh, pendant cette période, bon, ce média, il a joué un certain rôle. Je ne vais pas là rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, j'en ai donné quelques exemples. On a assisté, par exemple, hier soir, c'est pour vous donner un exemple, hier soir, au journal le magazine de Ayala Hassan, elle a invité deux personnalités, enfin deux pères même pas des personnalités, deux figures des pères qui ont perdu leur fils dans la guerre de Gaza et qui ont écrit ensemble un manifeste pour appeler les hommes politiques, les leaders d'opinion, etc., à mettre de côté l'esprit polémique qui est tellement dangereux pour la société israélienne et à s'unir comme d'ailleurs 80% des Israéliens le souhaitent, pour reconstruire, rebâtir le pays sur des bases saines. Et donc, on a eu un moment très fort qui était à l'unisson de ce que souhaite le pays. Et puis tout d'un coup, à 8 heures, on est revenu bon, au journal télévisé. Et puis pour finir, que nous avait préparé la programmation après les informations, après à 10 heures du soir, ça faisait déjà 4 heures d'information. Eh bien, des journalistes pourtant aguerris, etc., ils ont choisi de faire une émission hier soir sur le traumatisme de la guerre de Kippour et le traumatisme du 7 octobre, qui d'ailleurs tombe presque le même jour, puisque vous savez que la guerre de Kippour avait commencé en 1973, le 6 octobre. Et ils ont pris comme fil conducteur un groupe d'anciens généraux ou d'anciens, pas forcément généraux, des officiers de Tsahal qui avaient vécu le traumatisme de la guerre de Kippour et qui aujourd'hui, depuis des mois, s'étaient mis en contre la réforme judiciaire. C'était d'ailleurs leur droit le plus strict, mais qui aujourd'hui considéraient que leur mission pour abattre le régime qui prévaut au destiné d'Israël aujourd'hui, c'était une mission aussi saine et importante que de se combattre pendant la guerre de Kippour. Et tout d'un coup, on est tombé dans une émission polémiste absolument affreuse, absolument, je dirais démoralisante. D'ailleurs, que j'en ai regardé les prémices. Et après, alors que c'est mon terrain et que j'aurais peut-être dû la regarder comme professionnel, mais je l'ai pas regardé parce que c'était tellement excessif. Et donc, on est secoué, pris dans un tourment. Mais ça vaut pour une chaîne qui est relativement chaîne d'État, qui est moins politisée que les autres, que ce soit la 14 quand il s'agit de la droite, ou la chaîne 12 et 13 quand il s'agit de la gauche. Et donc, on est dans un paysage médiatique terrifiant. Si ça vous intéresse, je lirai en 3 minutes tout à l'heure, si on a le temps, les exemples, enfin l'exemple des titres du Monde. Ce que je voulais finir en conclusion, je ne sais pas si vous allez bien la voir, cette affiche, parce que j'aurais dû la scanner et vous la montrer. Vous voyez cette affiche-là, évidemment, c'est écrit à l'envers, mais c'est pas important. C'était l'affiche du film de décryptage qui avait été tourné par comment dirais-je réalisé par Philippe Bensoussan et Jacques Tarnero il y a à peu près une dizaine d'années, décryptage des médias, justement. Vous voyez cette affiche, ils avaient en fait, c'était une affiche qui était à la une de Libération et aussi à la une du Times, qui avait été prise par un photographe lors d'une journée de troubles à Jérusalem, où on voit donc un policier avec un bâton devant la figure d'un homme, un jeune homme en sang, et avec comme titre, à l'époque, je me souviens dans Libération, la répression s'accentue à Jérusalem, avec comme appui cette image. Et quelle ne fut pas la surprise du père de ce... En fait, il s'agissait d'un Israélien ici, un jeune étudiant, on voit que sa figure, son père aux États-Unis découvre ça dans le Times, il dit mais c'est mon fils. Et en fait, avec un titre très anti-israélien, et en fait, il s'agissait donc d'une photo qui avait été envoyée où ce jeune homme et son copain
avaient été agressés à la hache par des terroristes palestiniens. Ils avaient été blessés, heureusement seulement, et où le policier des frontières qu'on voit, alors qu'on a l'impression qu'il c'est peut-être lui l'auteur de cette de tout cette effusion de sang, ce policier est venu les défendre. Et dans le film, d'ailleurs, on a interviewé, parce que j'ai participé à la production à la partie israélienne, on a interviewé ce policier qui a sauvé en fait aussi ces deux étudiants juifs de leur agresseur palestinien et qui est un druze d'ailleurs et qui a expliqué ce qui s'est passé. Donc, enfin, on pourrait comme ça longuement montrer comment quand, quand Libération a reçu une mise au point de celui qui avait pris la photo, etc., il a publié en page 5, dans un tout petit erratum en bas, ses excuses pour cette erreur. Et évidemment, le mal avait déjà été fait. Et les médias fonctionnent à l'encontre de cette manière. Voilà. merci beaucoup, Richard, pour cette analyse et cet éclairage sur les médias et réseaux. Je pense que on en a tous appris aujourd'hui avec cette approche qui est à la fois technique et humaine, parce il y a aussi le point de vue de l'humain ici qui est relaté et on a effectivement cette tendance à considérer les médias comme étant une vérité absolue. Il me semble bien que ça commençait à se décrédibiliser avec les réseaux sociaux qui, eux, venaient aussi appuyer certaines images, certaines infos, ou véhiculer des rumeurs ou autres. Et puis bon, voilà, on se retrouve avec du champ tout venant en termes d'information. Et comme vous dites, Richard, le métier de journaliste est en perte dans le sens où en fait il perd toute sa valeur par rapport à ce qui peut se véhiculer aujourd'hui comme information indépendamment donc de cette source-là. C'est ça que Oui, alors c'est d'abord que le tsunami des réseaux sociaux, que ce soit en amont ou en aval des médias officiels et institutionnels, a balayé complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, les grands publics, notamment de jeunes sur TikTok ou sur Instagram, ou les plus matures parmi le public sur Facebook, etc., les gens passent leur temps et même obtiennent des comptes rendus des revues de presse sur Facebook et ne lisent plus les journaux. Et je vous disais, les journalistes eux-mêmes qui interviewent sur les plateaux sont bon, peut-être évidemment à des degrés divers selon leur spécialité, selon le niveau du média, mais sont un peu des marionnettes aux mains d'une régie et d'un, si vous voulez, d'agenda derrière les coulisses qui tire les ficelles. C'est quelque chose dont il faut être conscient. Et on est très loin, bien sûr, de la conception du journaliste d'un Albert Londres ou d'un Albert Camus, et même des journalistes des années 70-80. Cette profession est en voie d'extinction, ça c'est assez clair, parce que aujourd'hui, le public a accès directement à une infinité de sources et de paroles, et c'est ça le chaos, la déréliction des sens et la défaite de la pensée que j'ai tenu à évoquer, parce que le média, c'est pas dans le média qu'on va trouver une source, sauf si on prend je dirais des extraits ou si on a déjà une formation et un regard avisé, mais c'est pas le média qui va remédier à la crise à la crise dont on a parlé, si bien analysée par Elias tout à l'heure. Au contraire, le média ne fait que amplifier, que aggraver, je dirais, la confusion et laisse les consciences sur leur faim, c'est le moins qu'on puisse dire. ouais. Donc on n'est plus à la recherche de la vérité. Ah, bon, bon, ça.
Non, non. Écoutez, le média, il ne cherche pas la vérité, il cherche à réussir économiquement et à influencer. Et le public erre éperdu au milieu de tous ces sources. Et je vous dis d'ailleurs, regardez, je vous donne un exemple très simple. Bon, comme ces dernières années, j'ai fait pas mal de avant le Corona, j'ai fait pas mal de conférences en Europe, en milieu francophone, en France, Belgique, Suisse, etc. Et même en Israël, évidemment, où j'habite. Mais j'ai constaté que aujourd'hui, l'un des effets de cette déréliction, ce tsunami des réseaux sociaux, fait que les gens qui viennent à des conférences, c'est des gens d'un certain niveau, de certaines classes d'âge, je ne parle pas forcément des jeunes, mais que dans les auditoires auxquels disons jusqu'au milieu des années 2000, 2005, 2010, on pouvait encore faire une conférence de 45 à 50 minutes, voire 1 heure, et il y avait une attention possible. Aujourd'hui, le même sujet sur des sujets qui intéressent les gens, c'est difficile de parler de plus de 30 à 40 minutes parce que les gens, d'abord, ont perdu leur faculté de concentration à force de surfer sur les réseaux sociaux et parce qu'ils ont perdu l'habitude de lire. Alors ça renforce, si vous voulez, en fait leur conscience que les personnes ont l'impression que comme ils surfent, ils apprennent plein de nouvelles par jour qui sont au courant des sujets, alors que de moins en moins de gens lisent des livres, approfondissent des réflexions sur tel ou tel aspect du réel. Mais les gens lisent de moins en moins et sortent de plus en plus et n'arrivent pas à formuler des pensées euh, cohérentes ou alors ont l'impression que tout vaut tout. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons, c'est pour ça aussi d'ailleurs que Finkielkraut, à sa manière, s'est attaché à l'analyse de la perte en France, à la perte de l'écriture et de l'orthographe française, non pas parce qu'il est seulement académicien, mais c'est parce que le fait est que c'est un symptôme de cette crise, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne lit quasiment plus et on pense de moins en moins. Ouais. Merci beaucoup, Richard. Georgelia, peut-être tu pourrais intervenir par rapport à cette question Oui, des médias. merci beaucoup, Richard. C'est extrêmement intéressant. Oui, c'est une coïncidence, mais c'est vrai que tu éclaires par une analyse fondée sur ton expérience et sur un regard amplement sociologique de ce que sont devenus les médias depuis plusieurs années, le versant collectif de ce qui est à l'origine de cet état de déracinement des individus, des multitudes, je dirais. Ouais. Alors, c'est vrai que une question que je voulais te poser, est-ce que tu considères véritablement que la fonction journalistique est entrée dans une crise irréversible, ou est-ce que tu penses que une reformation de sa déontologie est possible, et notamment peut-être parce que pas seulement dans le milieu médiatique, mais aussi dans beaucoup de professions et de milieux du travail, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là aujourd'hui de ce sentiment de ne plus rien contrôler et d'être dessaisis de leurs compétences. Je crois que cette crise a commencé il y a fort longtemps. Bon, moi, je fais partie d'une génération qui est arrivée au journalisme, pas directement par les écoles de journalisme, c'est par l'engagement, par l'écriture, d'une génération. Bon, j'ai fait ensuite les stages à l'école, la fameuse école de journalisme du Louvre, qui forme aujourd'hui à l'appel, et il y en a plusieurs des écoles de journalisme en France qui forment les jeunes journalistes. Mais si vous voulez, j'ai été stupéfait en me confrontant aux correspondants, par exemple, du Monde ou du Figaro, qui étaient bon, les deux journaux encore un peu, disons, instruits, j'allais dire, à défaut d'objectifs, qui parlaient du conflit du Moyen-Orient. J'étais stupéfait. D'année en année, j'ai vu succéder 4 ou 5 correspondants en Israël, et j'étais stupéfait en passant de l'un à l'autre, de leur des gens qui, dans le meilleur des cas, avaient lu 5 ou 6 ou 10 livres sur le sionisme, Israël, mais qui connaissaient pas grand-chose et qui, pourtant, en travaillant pour un journal sérieux, comment dirais-je, étaient dans une certaine superficialité avec beaucoup d'idées préconçues. D'ailleurs, ce qui était intéressant aussi, je me suis aperçu en les suivant
lorsqu'ils revenaient à leur rédaction après 1, 2 ou 3 ans en Israël, il s'avère que c'était très intéressant à constater, c'est que comme ils avaient ici été confrontés à des réalités auxquelles ils s'attendaient pas, etc., ils étaient, la plupart d'entre eux étaient beaucoup plus modérés, beaucoup plus pondérés dans leur manière d'analyser les conflits du Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien, arabe, qu'il ne l'était avant de venir. Alors ça m'a fait penser à ces quelques mots du psaume, un des psaumes de David bien connu, Emet min haaretz tismar, la vérité sort de la terre. Et ben, à leur manière, sans que ce soit du tout une vérité ontologique ou métaphysique, le fait d'avoir été confronté à la réalité composite et complexe de ce conflit, eh bien, ils en ont retiré une certaine sagesse qu'ils n'avaient pas avant. Alors, si le psalmiste a deviné ça pour eux aussi, mais pour répondre à ta question rapidement, je pense que oui, là, aujourd'hui, on a des. Alors, je mets de côté un certain nombre de journalistes qui sont des histrions, mais il y a des journalistes qui sont, si vous voulez, simplement des porte-voix ou des porte-plumes euh, très superficiels. Il y a quelques éditorialistes dans certains journaux, mais ces gens qui sont des éditorialistes aujourd'hui, c'est dans leurs livres qu'on les découvre. C'est finalement l'écriture va peut-être rester encore quelques décennies comme une activité littéraire importante, une activité même d'analyse importante. Je parle pas du monde académique, etc., mais du monde journalistique. Mais je crois que par le haut, les meilleurs écrivent des livres, et par le bas, ben, les gens deviennent des pions de cette production médiatique qui est un véritable torrent omnubilant, si vous voulez. Alors maintenant, il peut y avoir aussi, et c'est le cas, je citais quelques noms, il y a des bons journalistes de médias qui arrivent à garder leur équilibre, mais je pense que dans une décennie ou une décennie et demie, il y aura d'abord plus de presse écrite, et c'est pas une vision apocalyptique. Le nombre de journaux, de grands journaux aux États-Unis, de grands journaux dans les États, des grands titres qui ont fermé depuis 10 ans, c'est considérable. Il y a presque la moitié de la presse régionale ou la presse des États américains qui a des grands titres qui ont disparu. Donc, ce qui se passe là-bas, ça va se passer aussi en Europe. Et on assistera à au fait qu'il y ait de temps en temps un journal qui sera donc sur un site internet, qui sortira tel ou tel dossier spécial écrit, mais la version quotidienne d'un journal qui paraît chaque matin ou chaque soir, je pense que dans 10, 12 ou 15 ans, ça n'existera plus. Et que donc, on n'écrira pas comme aujourd'hui. En plus, il y a un aspect que j'ai pas abordé, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour euh, pour écrire des contenus, on n'a plus besoin de prendre sa plume et de réfléchir ou de faire des enquêtes et de rapprocher des données et de les vérifier. On a du prêt-à-porter et des articles tout prêts qu'il suffit d'aménager. Et donc, c'est une dépersonnalisation totale de ce qui restera de l'écriture. Merci. Bon, bah, c'est clair. Alors, peut-être une question du coup pour tous les deux, parce que est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'aujourd'hui les médias sont devenus un instrument de manipulation, voire de guerre, et que en fait on se retrouve dans une bataille de mots. Alors Georges Elia, voilà l'article que tu as écrit sur que tu as intitulé contrer le nouveau prêt-à-penser juif, contrer le nouveau prêt-à-penser anti-juif. Ok, c'est vraiment cette idée aujourd'hui de comprendre qu'il y a une façon de voir et de faire voir les situations qui se passent dans le monde, et particulièrement là, ici en Israël, de manière à se positionner, à se positionner et à agir d'une certaine façon, et qui fait qu'on va voir tout ce déferlement de mobilisation pro-palestinienne,
et tous ces mouvements aujourd'hui qui se mettent en place par le simple effet des médias. C'est-à-dire que on se rend compte que ces gens-là, ils ne sont pas sur place, ils n'ont rien vu physiquement de ce qui se passe et ils réagissent de manière des plus vives par rapport à cette communication. Donc la question, c'est de bien se confirmer malheureusement que, les médias et les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui instruments de manipulation et de guerre. Et est-ce que on peut arriver aujourd'hui si on peut dire, inverser la machine, ou est-ce que finalement, voilà, parce que on parle de la disparition du journalisme, on parle pas de la disparition de l'information. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une information qui se véhicule de différentes formes, de différentes sources, et se dire, mais comment, comment est-ce qu'on se, comment est-ce qu'on se dispose face à cette information? Alors, on a Maggie aussi, Maggie Rothenbach qui pourra aussi intervenir là-dessus parce que il y a des défauts d'information, il y a des transformations qui sont faites de par les médias et on se demande mais comment les gens fonctionnent pour être aussi influencés, pour être aussi influençables dans leur perception, voire dans leur comportement. Et on a l'impression parfois de retrouver des mécanismes de manipulation et de guerre comparables à ceux de la Deuxième Guerre mondiale, où en fait, voilà, il y a et ça, j'aimerais que qu'on puisse aussi se pencher là-dessus parce que on a l'impression d'extérieur par rapport à ce qui s'est passé au cours de la Deuxième Guerre mondiale que en fait les Juifs étaient informés entre guillemets qu'ils allaient se retrouver dans des camps de concentration et que ça allait terminer en Shoah. Et il y a un phénomène d'information qui se véhicule et qui fait qu'il en arrive, il y en a qui en arrivent à considérer que leur place, c'est de rester parce qu'il y a des rumeurs, parce qu'il y a de la propagande, parce que il y en a qui disent ça, et ben nous, on va considérer que on va rester, et finalement, cette manipulation qui est faite autour de l'information nous amène à nous perdre à nous perdre, à ne plus en savoir. Et j'ai le sentiment que ceux qui sont en France, en tout cas à l'extérieur d'Israël, en souffrent plus parce que ils sont entourés de ceux qui justement euh, euh, nourrissent leur perception autour de médias qui sont pro-palestiniens, pour ne pas dire anti-juifs. Alors, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Est-ce que Georges Elia, toi, tu peux dire en fait ce qui t'a motivé au-delà de ton envie de ta passion de l'écriture, de vouloir écrire cet article et et Richard, merci pour tous ces conseils-là sur les médias, mais du coup, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Euh, Richard, tu veux répondre? Je répondrai après. Non, vas-y, Georges, vas-y. Euh, Où est-ce que je reprendrai la remarque de Richard de tout à l'heure. Il y a une des remarques qu'il a faites, c'est que il disait la profession, elle se répartit entre des pions et puis ceux qui écrivent. Alors, ceux qui écrivent, effectivement, ils ont davantage de fond et dans le meilleur des cas, ils rejoignent la culture menacée aujourd'hui qui est la culture livresque. Et ça garantit une forme de permanence dans la transmission des idées. Et c'est vrai que ceux qui prennent la plume, en général, c'est assez pertinent.
Et à côté de ça, ce que Richard appelle les pions, moi je suis pas du tout dans le milieu journalistique, mais ce que j'en vois en tant qu'auditeur ou téléspectateur, c'est qu'on a de plus en plus et depuis longtemps des gens qui font profession officiellement de journalistes, mais qui sont des militants. Et je crois que ça a beaucoup contribué à corrompre l'exercice même de la profession, parce que euh, l'exigence d'objectivité, voire d'exhaustivité, est passée au second plan. Et c'est ce type de militants qui ne sont pas des militants encartés officiellement, ont fait chorus avec la propagation de cette nouvelle idéologie anti-juive. Et ça fait déjà longtemps, ça fait plus d'un demi-siècle. Ça a commencé avec le retournement de la sympathie qu'Israël avait pu acquérir auprès des nations avec la guerre des 6 jours. Mais on a eu un retournement très brusque à partir de 68, avec la mise en récit du narratif palestinien, avec ces reprises, les caisses de résonance qu'ont été les différents partis de gauche et d'extrême gauche. Et aujourd'hui, ça a pris la place de la connaissance historique. Et c'est très compliqué. Moi, je retiens une chose, ça fait 30 ans que je suis les mutations de cette déferlante antisioniste, bon, qui maintenant ne peut plus cacher ses véritables motivations. Et je crois que ça a été ça aussi une des grandes révélations du 7 octobre, pas pour nous autres, mais pour le reste de l'humanité, en tout cas d'une partie des gens qui n'étaient pas spécialement endoctrinés, mais qui étaient juste dans l'expectative ou l'incompréhension. Ils ont bien compris maintenant que c'est vraiment de l'antisémitisme pur et dur. Et je crois que avec cet éclatement de la profession journalistique que soulignait Richard, on est en train de peut-être de voir se redéfinir un certain exercice de la fonction intellectuelle qui fait que journaliste ou pas journaliste, il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui essaient de prendre un peu de distance, il y a ceux qui essaient de rester honnêtes par déontologie et aussi par fidélité à ce qu'on peut devoir à la connaissance historique. Et puis, il y a le fait que même sans être forcément investi dans une activité professionnelle de réflexion ou d'écriture, il incombe à tous les gens instruits d'opposer une résistance qui est celle de l'intelligence à cette doxa qui est vraiment délétère. Je crois donc qu'au-delà de tout effet de spécialisation, aujourd'hui, il nous incombe de ne pas de nous opposer à ces différentes formes du nihilisme. Voilà, et ça c'est très important. Et plus on sera nombreux à le faire, et mieux on pourra maintenir au moins dans l'immédiat, dans cette période de crise atroce, un minimum d'équilibre dans un monde complètement désaxé. Dans une série de conférences que j'avais données sur les dysfonctionnements et la désinformation, je campais toujours différents facteurs, comme par exemple la surmédiatisation d'Israël de manière permanente, mais surtout en période de crise. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, il y a la guerre, il y a à peu près entre 1200 et 1300 journalistes envoyés spéciaux du monde entier qui couvrent les événements, c'est-à-dire euh, à peu près 10 fois le nombre de journalistes qu'il y a sur tout le continent africain. Et puis, je faisais valoir aussi le fait que il y avait quand même, par rapport surtout au discours anti-israélien, qui est enfin sioniste, qui est en fait antisémite, puisque ça revient bien à la même chose. Maintenant, beaucoup de gens en sont conscients. C'est que dans la guerre de l'information, puisque l'information, comme vous le disiez Ariel, elle restera, donc ça reste une guerre aussi. Israël, en fait, part avec un énorme handicap qui avait été souligné par un journaliste que je cite toujours, qui fait partie de la vieille école, qui nous a quittés, qui a écrit beaucoup de livres sur le conflit du Moyen-Orient, les conflits du Moyen-Orient. C'était Paul Giniewski. Et il avait dit prononcé cette phrase, peu importe ce que Israël dit ou fait, ce qui compte, c'est qu'il est le juif parmi les nations. C'est-à-dire que quelle que soit la Hasbara, l'information, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'efforts faits ces dernières années au travers des opérations de Gaza, et notamment cette année, pendant cette guerre, par les réseaux sociaux officiels, etc., du ministère des Affaires étrangères, en plusieurs langues.
Israël est monté au créneau pour faire la contre-information, mais quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, de toute manière, ce qui compte, c'est pas ce qu'on dit ou ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on est, le juif parmi les nations. Alors, une fois qu'on a fait ce constat qui est encore plus accablant, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était votre question. Eh bien, il y a différentes ripostes ou différentes euh, initiatives qui ont été prises ces dernières années, notamment aux États-Unis. Un groupe qui s'est créé, je n'ai pas le temps d'en parler en détail ici, mais de gens qui au départ étaient un peu indignés de voir leurs journaux faire des erreurs et puis véhiculer des partis pris. C'est le groupe Camera. Le groupe Camera aux États-Unis, ce sont des milliers d'Américains, bon, essentiellement dans le milieu juif, mais qui ont créé une association très pertinente qui, ils constataient dans un article ou dans un reportage un débordement malhonnête, c'est-à-dire pas, non seulement pas objectif, mais malhonnête, il les prenait rendez-vous et obtenait des rendez-vous. Peut-être que ça, c'était facile dans le cadre de la démocratie américaine, mais peut-être pas facile, aussi facile en Europe ou à Paris. Mais il prenait rendez-vous avec les rédacteurs en chef, il venait avec des preuves, etc. Il suscitait une réflexion, une remontée, non pas épidermique, comme on a vu en France à propos des Ouais. manifestations contre la chaîne Antenne 2 quand il y a eu la fameuse affaire histoire du pays Mohamed avec le traitement biaisé de Charles Anderlin et de ses collègues. Non, en France on manifestait, mais aux États-Unis on a travaillé là-dessus et ça a eu des effets, c'est-à-dire qu'il y a des journaux qui sont excusés, il y a eu tout un travail qui est de longue haleine. Alors je ne sais pas si une telle chose est possible dans la sociologie politique et sociologie médiatique française, mais il y a de quoi faire. Maintenant, je vais vous dire, en ce qui concerne le trauma des médias en Israël, et là, il y a une telle centralisation, une telle force qu'ont les médias officiels, etc., que ce qui reste aux 80% d'Israéliens dont je parlais, qui veulent passer à une autre époque, c'est de se regrouper au niveau social, c'est de faire des forums, etc. Peut-être pas faire un groupe de critique médiatique, mais de, que le pays réel, le pays se retrouve dans une autre forme de sociabilité. C'est ça l'avenir pour Israël. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces éclairages.